avancé. Enfin, tous les jours, tu as des news. Je pense que c'est une technologie qui est pérenne, qui pénètre en fait nos administrations, le secteur public, le secteur privé aussi. Mais moi, je pense que les premiers métiers qui potentiellement se verront modifiés ou seront voués à disparaître, c'est notamment... Bonjour Inès. Bonjour. Ravi de te recevoir dans le Néologisme Talk. Pareil. On a plein de choses à discuter. Aujourd'hui, on va parler IA. On va parler aussi de ton parcours. Ouais. Il y a plein de choses très intéressantes. J'ai pris des notes parce que c'est très riche. Ok. Et je peux dire en fait que tu es un vrai exemple de persévérance et d'audace. C'est gentil. Il y a une petite anecdote que tu m'as racontée quand on préparait l'émission. C'est qu'en 5e, tu avais un camarade de classe qui avait 17 ans. Exactement. Ouais, c'est pas trop normal ça d'avoir un camarade de ouais, classe. Non. Collège en zone ZEP, un peu compliqué. Pas mal de retard dans le programme, des profs absents en conséquence tout le temps. Donc ouais, non, c'était pas facile au collège ni au lycée d'ailleurs, mais on s'en est sorti. Ouais, le lycée était passé directement à Saint-Denis. Tu as eu un exactement. petit upgrade. Et là, en fait, les professeurs t'avaient recommandé d'aller à Henri IV. Malheureusement, les contraintes familiales ne te permettaient pas. C'était un petit peu trop loin. Et ta mère travaillait tard le soir, donc tu ne pouvais pas aller jusque là-bas. Très studieuse, première de la classe. Et comme disait ton frère, tu étais la première de la classe du dernier collège de France. C'est ça, exactement. Ouais. Mais bon, ça reste quand même premier. Derrière, en fait, arrive un phénomène où ta grand-mère tombe malade l'année du bac. Ouais. Donc, tu décides d'arrêter les cours à 4-5 mois de l'échéance. Ouais. Pas de nouvelles, rien du tout. Non, je me suis occupée d'elle. Ouais, ce qui est plutôt bien. Et puis, tu arrives à avoir ton bac avec mention assez bien. Et tu fais une rencontre qui t'a, comme tu me l'as dit avant, qui t'a pas mal aidé. Un professeur qui t'a un peu mentoré. Ouais, exactement, monsieur Zawi. Ah, et qui t'a aidé à outrepasser tes limites. Parce que c'est ce que tu me disais, en fait, tu étais très peu conseillé sur prépa, Sciences Po ou des choses de ce type-là. Ouais, malheureusement, on n'a pas trop d'accompagnement, notamment dans les lycées de banlieue sur les parcours post-bac, etc. Et comme on le sait, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'information. Malheureusement, on n'était pas vraiment accompagnés. Les profs, ils étaient dépassés. Ils avaient des classes de 30-32 élèves parfois, un programme à tenir. Et donc, du coup, on manquait cruellement d'informations. Enfin, moi, à la fac, je savais pas trop ce que ça voulait dire en vrai, la prépa non plus, le BTS non plus. Et donc, du coup, on essayait de se renseigner un peu par nous-mêmes. Et Monsieur Zawi, notamment mon prof d'SES, m'a beaucoup aidé sur ça. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé de faire du droit au regard de mes compétences et de mes skills. On peut dire qu'il s'est pas trompé. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable quand on a quelqu'un qui nous montre un peu la voie à suivre. Donc, tu finis à aller à Descartes, où tu obtiens ton master. Donc, c'est un master en droit des affaires et droit du numérique. Et droit du numérique. Exactement. Et puis, par la suite, tu intègres la DIRNUM. C'est ça, la direction. Donc, en fait, j'ai fait une alternance pendant ma 2e année de master au sein des services du Premier ministre, à la direction interministérielle du numérique, où en fait j'étais juriste et je m'occupais de tout un tas de produits ministériels, avec notamment Perica, qui était mon maître d'apprentissage. On s'occupait notamment de France Connect, du site DataGouv, on s'occupait de tout ce qui était plateforme open data de l'État. On aidait les ministères à mettre en open data toutes les datas qui devaient l'être. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ils m'ont proposé de rester et puis finalement, j'ai postulé ailleurs, donc au sein du même bâtiment, donc la CNIL. J'ai été à la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi. Super. Alors, tu peux nous raconter un petit peu plus comment ça marche, la CNIL à l'intérieur? C'est quoi ton travail? Donc du coup, la CNIL, c'est l'autorité de protection des données. Il y a plusieurs services. Moi, je faisais partie du service des affaires en fait régaliennes. Donc, je m'occupais de certains dossiers que les ministères nous envoyaient pour créer des nouveaux traitements de données personnelles ou modifier des traitements qui existent déjà. Donc, par exemple, je me suis occupée de tout un tas de dossiers différents. J'avais plusieurs portefeuilles. J'ai notamment traité le dossier de la nouvelle carte d'identité au format bancaire, des expérimentations des JO, des derniers JO 2024, avec tout ce qui était caméra, computer vision à des fins de sécurité, etc. etc. Okay. Donc, typiquement, c'est ce genre de dossier que j'instruisais à la CNIL. Ok, super. Sujet plutôt audacieux, nouveau et compliqué. Qu'est-ce qui fait que tu restes pas à la CNIL après?
Alors, après 2 ans et demi à la CNIL, donc je trouvais que l'administration centrale, c'était génial, très stimulant intellectuellement parlant, mais je pense que j'avais besoin de voir ce que j'avais un peu plus dans le ventre, et j'avais envie d'être confrontée au secteur privé. J'avais aussi envie de voir comment on adressait un projet, notamment IA, comment on développait un produit IA de bout en bout. Aussi bien la période de framing où tu vas scoper le besoin business, etc., à quand est-ce que tu vas implémenter ton produit, le scaler et compagnie. Donc, du coup, je me disais, bon, bah, quoi de mieux que d'aller dans le secteur privé pour faire ça, et quoi de mieux que de postuler dans un cabinet de conseil pour aller voir comment ça se passe dans différents secteurs. Et donc, du coup, j'ai postulé chez Capgemini, parce que énorme cabinet de conseil français, très spécialisé en tech, et ils avaient une practice qui était très centralisée sur de la strat data et IA. Et donc, moi, ça me convenait parfaitement parce que je pouvais m'occuper de la partie strat tout en accompagnement par la suite des data scientists, des data ingénieurs sur le développement et le déploiement des produits. Alors, ça, c'était en France. Ouais. Après un certain temps, combien de temps exactement? Alors, après, un peu plus que 2 ans. 2 ans. Tu as une pattern, en fait, tous les 2 ans, il faut que tu changes de quelque chose. Il faut faire le move. Là, ça a été un autre move. Là, ça a été France-Dubaï. Exactement. Ouais, je suis venue dans la région. Donc, j'ai déménagé à Dubaï. Parce que j'avais encore une fois envie de voir ce que j'avais dans le ventre. J'avais envie de me challenger dans un pays qui n'est pas le mien. Avec une réalité différente, que ce soit économique, politique, culturelle, sociale. J'avais envie de voir ce que pouvait proposer la région. Et puis, on le sait, la région du Middle East, en termes de nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc, c'était le moment de demander ma mobilité interne. Donc, je suis toujours chez Capgemini, mais à Dubaï. Ouais. Ok. Donc, tu fais exactement ce que tu faisais en France. Exactement la même chose. Super. Exactement pareil. Il y a un sujet comme en fait, tu as connu le côté régulateur et le côté, on va dire, conseil en strat et sur la partie data. Ce que je voulais évoquer, c'est que dans la connaissance populaire, l'IA est souvent vue comme une menace. Ouais. Un peu comme dans les films de science-fiction où l'IA va nous remplacer, nous tuer, ou à un moment les machines vont nous contrôler. Quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu pourrais dire avec des mots ultra simples? Alors, avec des mots ultra simples, donc déjà pour moi, la machine ne remplacera pas l'homme. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée qui nous berce et puis qui est vraiment beaucoup relayée par les médias. La machine ne remplacera pas l'homme tout simplement pour l'unique bonne raison que derrière la machine, finalement, il y a des humains. Il y a des humains qui codent, il y a des humains qui entraînent ces modèles, qui entraînent ces algos, qui les développent, qui les déploient, qui vont créer les infrastructures et les architectures informatiques pour pouvoir les faire vivre, les faire exister, les maintenir. Donc en fait, à partir du moment où on comprend ce paradigme-là, on se dit qu'effectivement, la dynamique, elle est impulsée par l'homme. Et la machine est complètement dépendante de l'homme. Et même s'il y a des tâches d'automatisation, etc. derrière, c'est l'humain qui en fait la requête. Et pas l'inverse. Donc, la machine ne remplacera jamais l'homme. Elle est complètement dépendante de l'homme. La machine n'aura jamais son indépendance? Non, je pense pas, non. D'accord. Parce qu'en réalité, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout s'arrête. Donc, en fait, les peurs qui sont suggérées seraient un peu du marketing, film d'horreur par les OpenAI, Sam Altman, où on joue sur ça, l'histoire de marketer un peu le produit et de montrer à quel point il peut être powerful? Je pense, ouais. Il y a du marketing. Derrière tout ça, bien entendu, ils ont besoin de faire parler de leur modèle, ils ont besoin de faire parler de leurs nouvelles technologies, de montrer à quel point c'est disruptif. Après, surfer sur la peur des gens, c'est pas le meilleur moyen, mais en tout cas, ouais, ça suscite de l'émoi et on en parle beaucoup. Le sujet IA a une couverture médiatique comme peu d'autres sujets dans le monde, donc ça fonctionne. C'est clair. On a la même problématique. Moi, je suis plus dans le domaine de la sécurité et l'IA. Et en fait, les gens sont vachement éduqués par toute la partie film et science-fiction. Ouais. Minority Report, bien Matrix et les choses comme ça. C'est des références. Exactement. On grandit avec ça et on fait une association. On se dit, la finalité, ça va être ça, mais c'est pas tout à fait le cas. Je voudrais que tu nous parles un peu de ton métier. Tu arrives en fait avant que les use cases soient implémentés en fait d'IA. Comment tu fais pour les définir avec le client? Alors, on va organiser tout un tas de workshops, donc d'ateliers avec le client, très souvent le business, donc le métier.
on part du principe qu'un besoin et un produit d'IA, ça vient très souvent d'un besoin business. Et en fait, on va itérer avec le business. On va lui poser tout un tas de questions pour comprendre un petit peu la situation actuelle, quels sont les problèmes auxquels le business fait face, et quelle est un petit peu la target, quelle est la cible que le business veut atteindre à horizon 1 an, 2 ans, etc. Ça dépend de la roadmap. Et en fait, en fonction de l'état actuel de la chose et de sa target et de sa cible, on va nous identifier des scénarios et potentiellement des produits qui pourront répondre à son besoin. D'accord. Tu peux me donner un exemple sur lequel tu as travaillé en France, bien sûr. Par exemple par exemple, on peut parler d'un projet qui est assez connu et public, donc le foncier innovant. Je ne sais pas si tu connais ce programme. Non, pas du tout. C'est un programme donc, du ministère de l'économie et de la DGFiP en particulier, donc la Direction Générale des Finances Publiques. Et Capgemini a aidé la DGFiP à détecter les piscines qui n'étaient pas déclarées. Parce qu'il y avait beaucoup de cas de fraude. Et donc, en fait, la DGFiP vient nous voir en nous disant, il y a tout un tas de piscines qui sont construites sans qu'il y ait des déclarations. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. On n'a pas assez d'agents pour envoyer des contrôles sur tout le sol, etc., etc. Comment on peut faire ? Et donc, nous, on a créé un algo, on les a aidés, et on a analysé les images satellitaires qu'on avait pour détecter justement ces piscines, ces créations de piscines qui ne matchaient pas avec le référentiel de déclaration de la DGFiP. Et en fait, ils ont pu envoyer des contrôles où on avait, nous, détecté des piscines qui étaient construites en construction. Et donc, grâce à ce projet-là, c'est des dizaines de millions d'euros qui ont été récupérés par l'État et qui étaient, in fine, de la fraude fiscale. Intéressant quand on se met du côté la DGFiP. De l'autre côté, c'est un peu moins intéressant. Non. On ne va pas communiquer ton adresse. J'ai pas de piscine. Ok, intéressant. Tu as d'autres exemples comme ça, par exemple, sur Dubaï? Parce que j'aimerais bien comprendre, en fait, on l'évoquera après, mais la différente approche entre la région du Middle East et, on va dire, France-Europe. Ouais. Alors, la différence d'approche, et je pense un point qui est important d'être souligné, c'est que, par exemple, typiquement en France, pour mettre en place ce type de programme, etc., il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasse, beaucoup d'autorisations administratives à avoir, etc., etc. Ici, dans la région, c'est vraiment différent. Demain, si tu veux faire un use case où il y a de la computer vision, de la vision par ordinateur avec des caméras à des fins, par exemple, de sécurité, pour détecter, je dis n'importe quoi, des bagages abandonnés ou des flux de population qui peuvent être un peu étranges. Tu vois, par exemple, un regroupement à un endroit qui pourrait être, potentiellement dangereux, etc., etc. Tout ça, dans la région, dans le Middle East, c'est quand même assez simple à mettre en place par rapport aux démarches qu'on connaît en France. Typiquement, si tu veux faire un use case comme ça en France, il va falloir que tu consultes tout un tas d'autorités, dont la CNIL notamment. Il va falloir que tu prennes un texte, soit un arrêté, un décret ou une loi, en fonction du niveau de la technologie, du use case, des données traitées. Donc, potentiellement, il faut que tu arrives à réunir le Parlement autour de ce sujet, qu'il y ait un débat public. Donc, tout ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est nécessaire, mais le temps administratif en France, c'est très, très long. Et donc, du coup, face au temps de l'innovation et à cette course... C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait... C'est un peu compliqué, ouais. Un an dans l'innovation, c'est 6 ans dans la vraie vie. Exactement. Ouais. J'ai l'impression que c'est un rapport inversé dans... Parce que ça te risque de tuer l'innovation. En fait, ce qu'il faudrait faire, pour moi, la solution, c'est vraiment... En France, on a besoin de consulter ces autorités. C'est un peu les garde-fous de nos droits, de nos libertés. Elles sont là pour une raison. Il ne faut pas oublier aussi notre passé. La France, sous Vichy, elle affichait des gens, etc. Enfin, il y a des choses qui se sont passées en France avec lesquelles... il faut qu'on soit OK et qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est pour ça que la CNIL, notamment, existe. Si tu regardes un peu l'historique de la création de la CNIL, ça vient un peu de ça, notamment. Et donc, ces autorités, elles sont importantes. Elles doivent être là. Après, le problème, c'est que les délais d'instruction sont tellement longs. Les autorités, elles ne sont pas dotées de vraies ressources. Il faudrait qu'on les aide pour que ces délais d'instruction soient drastiquement réduits, que ce soit pour la CNIL, le Conseil d'État, le Défenseur des droits, etc. Ça vaut pour plein d'autorités, notamment en France, mais aussi en Europe. Il faudrait renforcer un petit peu leur effectif, quoi, pour que ça aille beaucoup plus vite et que les dossiers soient instruits de manière plus rapide. Parce que c'est ce que j'avais vu, on l'avait observé juste un peu avant les JO. Ouais. Tu n'avais pas de cadre réglementaire pour pouvoir, en fait, ne serait-ce qu'utiliser en expérimentation l'IA. Ouais. Donc, il y a un moment, en fait, toutes les startups de l'écosystème en France... et Dieu sait qu'il y en a, à un moment, étaient bloqués. On pouvait strictement rien faire. Et je parle en connaissance de cause. On a eu la chance de faire la Coupe du Monde au Qatar, Expo à Dubaï et les JO en France. Ouais, c'est le jour et la nuit.
je dirais pas que le Middle East est liberticide, loin de là. Non. Ils ont un cadre qui est bien régulé, bien encadré, mais c'est vrai qu'ils ne cherchent pas on va dire, je perds mes mots, mais à l'encadrer tout de suite. Oui. C'est faisons un use case, voyons ce que ça donne, et ensuite on va mettre des règles. En France, c'est un peu différent. Et là, je regarde plus du côté, tu vois, start-up, où on va créer un encadrement, on va prendre tous les cas de figure, et après, on va voir comment ça marche, et on est super déçus. C'est comme si on voulait construire une fusée, puis au final, on dit, bon, faut qu'elle ait 4 roues, un volant, et au final, c'est une voiture, mais qui vole pas, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que les nouveaux textes là, qui arrivent, et notamment, par exemple, avec l'Europe et l'AIA Act, c'est des textes qui sont un peu différents de ce qui a été pris récemment, parce qu'en fait, finalement, dans ces textes, tu vas trouver des mesures qui sont ultra adaptables. Le texte ne prévoit pas tout pour le moment. Il va être complété par des actes d'exécution et des actes délégués notamment que la Commission européenne va prendre justement pour voir un peu comment se comporte le marché, voir un petit peu tu vois, les vagues d'innovation qui vont arriver, etc. pour être plus ou moins souple en fonction des obligations. Donc je pense que les législateurs ne sont pas bêtes, voient comment les choses avancent et se disent si on veut être vraiment compétitive, va aussi falloir qu'on soit aussi pragmatique dans notre manière de réguler les nouvelles technologies. Alors, c'est quoi qui va changer là avec le AI Act ? Alors du coup, l'AIA Act, donc c'est un texte européen qui a été pris l'été dernier. Il est rentré en application. Il n'est pas encore rentré totalement en vigueur. Il y a une espèce de calendrier en cascade, mais il y a déjà des obligations qui sont entrées en vigueur et pour lesquelles, si jamais il n'y a pas de compliance, on peut avoir des amendes. Mais grosso modo, c'est un texte qui vient réguler donc, tous les use cases d'intelligence artificielle en Europe, que ce soit par des providers, donc des développeurs qui sont aux US ou quoi, ou qu'est-ce. Et donc, en fait, ce texte vient réguler les usages et adopte notamment une approche par les risques. En fonction de l'usage que tu vas développer, de la finalité de la technologie associée, tu vas tomber dans une case. Soit ton IA va être à risque faible, soit ton IA va être à risque élevé, soit ton IA va être complètement interdite. Et en fonction de la case dans laquelle tu es... C'est déjà plus souple, là. Ouais. Et en fonction de la case dans laquelle tu es, tu auras des obligations associées. Pour le risque faible, quasi pas de régulation. On nous dit un peu, grosso modo, qu'il faut respecter l'essence du texte et avoir un peu de transparence. Pour les IA à risque élevé, tu as tout un tas d'obligations. Elles sont très régulées. Des obligations de documentation technique à avoir, des obligations envers la Commission européenne avec des déclarations, etc., etc. Et pour les IA qui sont interdites, il ne faut pas les développer ou les retirer du marché si tu les as déjà mises sur le marché. Là, typiquement, dans cette case, on va trouver tout ce qui est scoring social, biométrie et identification de personnes exactement en temps réel, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Donc voilà un peu grosso modo la teneur du texte. Ouais, c'est déjà un petit peu plus souple. Exactement. Je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Tu sais, une personne avait dit, c'est pas parce que tu as la meilleure planche de surf et le meilleur cadre, à un moment, il faut des vagues pour les startups et les entreprises. C'est intéressant. Il faut deux choses. Il faut que déjà, les donneurs d'ordre public prennent des risques. Bon, après, ça, c'est culturel en France. On aime l'innovation, mais il faut que ce soit installé depuis 10 ans. Ouais. Et la deuxième des choses, il faut aussi qu'il y a un moment, il y ait du mouvement. Est-ce que ça va favoriser un petit peu plus le mouvement ? Parce qu'on a des vraies pépites en France. Ouais, le truc, c'est que l'Europe, tu vois, d'un point de vue assez historique et contextuel, elle est habituée à réguler. Je pense qu'on n'enlèvera jamais à l'Europe le fait de prendre des textes, de réguler, d'avoir de la réglementation et toute la bureaucratie qui va avec. Voilà, on aime faire ça. On a des organes spécifiques pour ça, on les fait fonctionner et voilà, et puis ça crée de l'emploi aussi derrière, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, le milieu juridique en Europe, il est ultra dynamique, il est très présent en entreprise, très présent dans les administrations. On aime avoir un cadre de référence et voilà, tout un process de compliance à respecter pour des bonnes raisons aussi, parce que finalement, par exemple, si tu prends les règles de l'AIA Act, c'est pas des règles qui sortent de nulle part, c'est des règles qui sont en lien avec un peu l'état de l'art de la manière de respecter un projet scientifique, tu vois, tenir la bonne documentation technique, préciser tel et tel détail sur les paramètres, sur les poids des modèles, etc. C'est des règles qui font sens pour la communauté scientifique. Après, la manière dont ça a été imposé, avec ce calendrier un peu serré, par rapport aussi au temps de l'innovation, voilà, on peut avoir des discussions à ce niveau-là, mais je pense qu'en tout cas, de ce que je vois et de ce que je comprends des négociations et des discussions entre les institutions, moi j'ai l'impression que demain, quand on aura des autorités de contrôle qui seront désignées, etc., et qui s'empareront de ce règlement, notamment en France, elles feront quand même preuve un petit peu de souplesse vis-à-vis des développeurs et des déployeurs des systèmes. Parce que
voilà, on sait qu'il y a le temps de l'innovation. Peut-être que toutes les boîtes là qu'on voit actuellement, comme Mistral AI, etc. Bon, je sais que Mistral AI, ils ont recruté des juristes, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Comment on fait quand on contrôle une boîte qui n'est pas forcément accompagnée, qui s'est davantage concentrée sur sa R&D et à développer des modèles pour aider un max de personnes et les mettre en open source? Est-ce qu'on leur dit attention, c'est pas bien l'AI Act, ou est-ce qu'on leur dit bon, ok, vous participez au bien commun et à l'avancée de la science, on essaye de vous accompagner? Voilà, ça va dépendre vachement de la posture des autorités. Moi, je pense qu'elles feront preuve de pragmatisme. Oui, après, c'est bien. Moi, c'est toujours le côté l'impact temps-réalité. Ouais. Tu prends l'exemple ici sur le Middle East. J'aime bien cette manière de faire qui est à peu près qui ressemble au modèle américain. Ouais. Dire qu'en fait, si tu as une techno qui est sympa, on l'a vécu, on va te dire, OK, tu peux faire ça. Tiens, voilà, ton champ de jeu, tu as 3 jours pour le faire. Ça marche. C'est le bac à sable. Voilà, ouais, c'est le bac à sable. Essaye, ça marche très bien. Ça ne marche pas, on aura essayé, au moins on sait que toi, tu ne marches pas. Ouais. Ce qui est difficile en France, c'est d'arriver en fait à cette partie-là. Et c'est vrai que tu as tout le côté réglementaire. Ça marche pour un Mistral AI, où il peut se permettre de se payer une pelletée de juristes. Attends, une petite start-up qui est dans l'AI, où ils ont 10-15 personnes et ils essayent, tu vois, de se développer. C'est aussi la compétition mondiale. Ouais. Là, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, le AI Summit en France, qui est vachement bien comme initiative. Je trouve ça top. Maintenant, est-ce que dans la réalité, tu vois, sur l'écosystème, ça va permettre de maintenir cette compétitivité? Et là où je voulais avoir ton avis, c'était, tu as les États-Unis, les pôles sont bien identifiés sur cette partie AI, les États-Unis, la Chine, le Middle East et dernièrement l'Europe. Et on voit 4 positionnements différents. Tu pourrais nous en dire plus? Comment est-ce que tu vois les choses? Ouais, en tout cas, ils ont ce truc en commun, ils sont tous rentrés à fond dans cette course à l'IA. Tout le monde annonce des investissements plus ou moins grands, et c'est à celui qui donnera le plus gros chèque sur la table. Tout le monde met son pays, tu sais, puis avec une date à la fin. Oui, exactement. 2030, 2040. Ouais, exactement, et ça va toujours un an de plus, c'est 2031, 2032. Et... Donc ils ont tous leur strat nationale, ils ont tous des investissements, ils bossent tous à fond sur leur R&D parce que c'est une vraie course de recherche qui est derrière. Moi, je pense que chaque pays a un peu ses avantages et ses inconvénients. Pour parler de la France et notamment de l'AI Summit qui s'est déroulé et qui, pour moi, est un vrai succès parce que on a réussi à rassembler beaucoup de gens qui sont formidables dans l'écosystème. On a réussi à faire parler des délégations politiques avec des big players comme des petits start-upers français qui viennent de démarrer. Donc, non, et puis il y a une super couverture médiatique aussi. Tu as les ministres qui ont fait leur job. Je pense que l'AI Summit, c'est une réussite. Et puis, c'était le moment aussi de montrer qu'en France, on a un peu ce flairon d'ingénieurs et de mathématiciens qui sortent du lot et qui font partie des meilleurs au monde. Clair, ouais. On est vraiment bon sur ça en France. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer, que ce soit dans mes précédentes fonctions à la CNIL ou même chez Capgemini. J'ai travaillé avec des data scientists, des ingénieurs qui sortent de Polytech, des mines. Les mecs, ils envoient quand même. Ils sont vraiment, vraiment bons dans ce qu'ils font. Mais ils travaillent où, sans indiscrétion? Plutôt en France ou à l'étranger, ces gens-là? Ça dépend. Et là, la problématique. Exactement. J'en connais beaucoup. Qui partent. Ouais, qui sont beaucoup à l'étranger. Exactement. Mais chaque pépite à l'étranger, tu as des Français. C'est impressionnant. Que ce soit à San Francisco, à la Silicon Valley, au Middle East, dans les gros players, tu as des Français. C'est impressionnant. Ouais, parce qu'ils se font débaucher et ils se font attirer avec des salaires plus importants et plein d'avantages. Je pense qu'il n'y a que le salaire ou aussi il y a peut-être un peu de frustration? Ouais, peut-être, c'est possible aussi. C'est possible. Par exemple, tu as l'exemple de la boîte, je ne sais pas si tu connais Hugging Face, qui est la plus grande librairie de modèles open source. Eux, ils le racontent dans plein de podcasts, dans plein d'interviews. En fait, ils ont voulu faire des levées de fonds. Ils ont été confrontés à tout un tas de freins en France. Et en fait, ils ont dû se diriger vers les US pour arriver à lever des fonds rapidement, etc. Bon, là, c'est cool parce qu'ils ont ouvert un bureau à Paris et ils essaient un petit peu de redonner de la visibilité à la French Tech, etc. Mais voilà, c'est dommage de se séparer, même à un moment donné, de ces pure players qui ont un impact incroyable sur tout l'écosystème. Donc non, je pense que la France, elle a son rôle à jouer. Elle va sortir son épingle du jeu. Après, est-ce qu'elle arrivera à concurrencer les invests qu'on voit aux US ou même au Middle East? Voilà, la question des fonds et des investissements, elle est quand même centrale et elle est au cœur de cette course. Donc, à voir. OK. Maintenant que tu as plus tes 2 pieds au Middle East, comment tu le trouves l'écosystème AI et c'est quoi les grosses différences
La France et les Émirats se sont associés d'ailleurs sur cette partie IA où il y a un gros investissement, je crois, de 50-60 milliards qui est fait de la part des Émirats sur la France. Pour construire des data centers. Ce qui est vachement bien parce qu'ils ont un super savoir-faire là-dedans. Vu des deux côtés, comment, en fait, de quoi la France devrait s'inspirer, tu vois, des Émirats? Je pense un peu de ce qu'on a dit précédemment, hein. De la souplesse, de la rapidité dans les développements et le fait d'adresser vraiment rapidement des use cases. Aussi, dans la rapidité à mobiliser des fonds quand c'est possible. Mais sinon, ce qui se passe aux Émirats, c'est assez fou. Enfin, moi, j'ai été, depuis que je suis là, à quelques events. J'ai fait le GAITEX quand je suis arrivée en octobre. Là, la semaine dernière, j'ai été à l'event AI Global. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'innovations. Tu as des pure players qui sont dans la région, Microsoft, avec G42, qui font des trucs assez incroyables. Donc, je pense que la région n'a rien à envier aux autres pays. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se passent ici qui ne se passent pas ailleurs. Et je pense que la France devrait avoir un regard un peu plus averti sur ce qui se passe ici pour s'en inspirer notamment. Un sujet que je voulais évoquer avec toi, on parlait des menaces de l'IA. Ouais. Si tu devais faire, en fait, dans l'ordre, les métiers qui devraient être, qui seraient susceptibles d'être remplacés par l'IA. Waouh. Alors, il y a plein de rapports, il y a plein d'études qui sont publiées à ce sujet parce que voilà, c'est un peu une peur qu'ont les personnes, notamment qui exercent des métiers où on a des tâches qui sont automatisables. Parce que, on le sait, l'IA, elle est en capacité d'automatiser plein de petites tâches qui sont à faible valeur ajoutée, notamment, et qui sont quand même assez chronophages et redondantes pour les humains. Donc, il y a tout un tas de métiers qui potentiellement seraient en danger, à voir si ça se confirme ou pas. Mais moi, je pense que les premiers métiers qui potentiellement se verront modifiés ou seront voués à disparaître, c'est notamment tout ce qui va concerner, le service clientèle. Typiquement, avec tout ce qui est agent IA, etc. Les services après-vente, en vrai, ça n'a plus trop lieu d'exister, quoi. Et tous les centres d'appel téléphoniques avec des personnes pour récupérer des plaintes par rapport à un produit, instruire un dossier. Enfin, aujourd'hui, avec nos technologies de reconnaissance vocale, une IA, elle est en capacité d'automatiser ça et de gérer un client non content et de créer un dossier, d'instruire un dossier et de trouver une solution au litige associé. C'est vrai que tu le vois beaucoup, ça commence à arriver. Ouais. Ces use cases, ils sont vraiment présents en masse. Donc typiquement, ce type de secteur. Après, il y a aussi tout ce qui est secteur de la supply chain, le manufacturing, avec les chaînes d'industrialisation. Finalement, demain, les robots vont pouvoir aider à assembler des pièces. C'est déjà le cas. Hein. D'accord. Mais typiquement, jusqu'où ça va aller, à voir. Donc, pour le moment, c'est tout ce qui va être répétitif. Je pense, ouais. Déjà, moi, de ce que je vois des use cases, en tout cas, qu'on nous demande d'adresser, etc., ça tourne beaucoup autour de ces sujets-là. Automatiser les tâches qui sont automatisables, qui sont chronophages, qui coûtent du temps à plein d'agents ou d'employés. Et voilà, l'idée pour les employeurs ou un directeur général d'une administration, c'est vraiment de ne pas supprimer ces postes en tant que tels. C'est pas de dire aux personnes on va vous virer, c'est vraiment d'utiliser les humains qui sont présents et vraiment de les sublimer, de les retirer de ces tâches-là ultra chronophages pour profiter de leur créativité, de leur matière grise à eux et de leur dire, on va vous former à autre chose, on va vous réorienter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée parce que maintenant, pour des moindres coûts, il y a une IA qui est en capacité de le faire. Oui, bien sûr. Oui. Donc non, moi je dirais pas qu'il y aura forcément une suppression des postes ou quoi. Il va y avoir une modification dans notre manière de bosser, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va tous être impactés, y compris moi. Je pense aussi, moi, dans mon métier de conseil et dans plein de métiers de conseil, que ce soit en finance ou autre. Faut juste pas louper le coche et se dire tous ensemble, un peu de manière collective, jusqu'où on veut aller dans la délégation de certaines tâches ou pas. C'est comme je voyais récemment, il y a un mal dans l'entreprise, c'est le Shadow GPT. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as énormément de salariés qui ont leur propre abonnement à ChatGPT et qui lui posent des questions par rapport à son travail. Tu le vois beaucoup dans le domaine de la comptabilité, du droit, du légal, où en fait, ils ne le disent pas forcément à leur manager pour paraître un peu plus intelligent. Et c'est vrai que ça commence à devenir un mal. Ce que tu dis me fait penser, tu sais, c'est en lien aussi à une parution il y a quelques semaines par rapport aux caissières de l'époque, il y a 10 ans. Donc on s'est dit on va remplacer les caissières par des caisses automatiques. Ça a créé en France je m'en souviens, un schmilblick de fou. Que va-t-on faire des caissières? Il y a très récemment, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, Leclerc annonce qu'il arrête les caisses automatiques et qu'il revient aux caissières
Parce qu'en fait, ça a diminué le service client et ça a augmenté la démarque inconnue de manière très, très forte. Ok. Et donc, en fait, il y a une sorte de marche arrière. Ça me fait penser un peu à la partie IA, à ça. Ouais, en fait, on se rend compte que malgré qu'il y ait des tâches qui soient automatisables, chronophages, etc., parfois, le contact humain, il est ultra important. Je pense que demain, dans les guichets, que ce soit des guichets administratifs ou même dans des services d'accueil dans des entreprises, peut-être qu'on ne pourra pas tout remplacer et mettre de l'IA partout. Il y a des gens qui ont un besoin de lien, d'affection, tu vois, qui ont un peu besoin de ce contact humain pour soit consommer, soit résoudre les problèmes parce qu'ils n'arrivent pas avec les machines, etc., etc. Donc, je pense que vraiment, l'humain n'est pas voué à disparaître totalement pour ce genre de métier et que parfois, notamment dans certains endroits, pour certains besoins, on continuera de conserver des humains en face-off parce que c'est important des fois d'avoir... Ouais, pour les cas particuliers aussi. Exactement. Mais ça permettra de faire gagner du temps. Ouais, complètement. C'est quoi les domaines où est-ce que tu vois en fait l'IA qui est déjà rentrée mais de manière totalement inévitable? Impossible de faire sans. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Mais je pense que... en fait, on le voit, et notamment avec l'IA générative et tout ce qui est génération de texte, etc., tout le monde l'utilise. Et je pense qu'il faut aller vers un monde où on arrête de complexer, comme tu dis, sur l'utilisation. Il faut juste, pour moi, être très au clair avec le fait que les modèles, ils ne sont pas à 100% performants. Il faut toujours tout le temps fact-checker ce que le modèle dit. Moi, je rigole souvent avec mes collègues quand ils ont besoin d'une analyse juridique, etc. Ils ont tendance à poser la question à ChatGPT pour rigoler avant de venir me voir et me dire regarde ce qui m'a sorti et tout. Il y a des trucs qui sont super faux. Enfin, il y a des trucs qui sont... il y a des trucs, c'est totalement débile. Mais oui, et puis des fois, il y a le phénomène de l'hallucination où l'IA, elle a tellement envie de te faire plaisir, elle a tellement envie de te répondre un truc qu'elle va te répondre un truc complètement décorrélé, tiré par les cheveux. Je sais pas si tu connais l'exemple des œufs de vache. Non. Tu connais pas cet exemple? Non, vas-y, raconte-le-moi. C'était en 2023, on parlait du coup du fait que les IA ne soient pas très performantes, que certains modèles parfois hallucinent. Et tu avais ce professeur à Genève qui avait posé la question en direct à ChatGPT. Comment tu fais pour ramasser des œufs de vache? Donc les œufs de vache n'existent pas, mais ChatGPT, dans son corpus de texte qui n'est pas forcément ultra clean et ultra véridique, lui, il a des données sur, tu vois, les œufs, les vaches, potentiellement les œufs de Pâques en chocolat. Enfin, tu vois, oui, il fait un mix and match. Exactement, il a fait un espèce de schmilblick de tout ça et il lui a sorti une réponse parce que lui, son objectif et son taf à ChatGPT, c'est de donner une réponse aux personnes. C'est pas de dire forcément vrai tout le temps, quoi. Et donc, il lui dit, les œufs de vache se ramassent délicatement sur la pelouse avec des gants faits de foin. Enfin, bref, il est parti dans une tirade complètement décorrélée. Et donc, ça, c'est très rigolo et voilà. Et en plus, les œufs de vache, c'est marrant. Mais demain, il peut y avoir des phénomènes comme ça sur des situations un peu plus graves qui ont des conséquences graves en cascade sur une masse de personnes. Donc, l'IA, c'est quand même à prendre avec des pincettes, notamment tout ce qui est IA génératif. Il y a des modèles qui sont performants, il y a des modèles qui sont bons. Quand on parle des derniers modèles de ChatGPT ou par exemple le chat de Mistral, ça fonctionne super bien, mais il faut tout le temps fact-checker. Ce qui en ressort, tous les outputs, ça doit passer à la moulinette de l'humain et prendre ce qu'on a envie de prendre, jeter ce qu'on a envie de jeter. Et puis, il faut toujours qu'on garde un peu ce truc de... Ok, moi par exemple, ça m'arrive de l'utiliser, mais c'est pas in fine ChatGPT qui va me rédiger mon one-pager sur une note que je dois rédiger. Non, il me donne 3-4 bullet points pour arriver à structurer un petit peu mon propos, et ensuite c'est moi qui fais le reste. Ma patte, mon ton, la créativité que j'ai, etc. Je vais pas demander à ChatGPT de me le faire. Faut garder quand même un petit peu cette empreinte. Il y a de la vérification, bien sûr, et il y a la patte humaine qu'il faut quand même conserver. Et justement, c'est comme ça qu'on va montrer aussi que non, on peut pas nous remplacer. Parce que ChatGPT, tu peux lui demander d'imiter le ton de Voltaire, etc. Il va te le faire parce qu'il connaît le corpus de Voltaire. Mais il connaît pas le corpus de Naoufal. Ouais, exact. Ouais. Donc, je peux l'entraîner un peu. Ouais, tu peux l'entraîner, mais bon, vaut mieux que ça soit... compliqué que Voltaire. mais là où il a une limite, c'est son raisonnement. Il ne peut pas raisonner à la même hauteur qu'un humain. Toute la subjectivité, enfin, tu vois, il y a tout un tas de débats sur est-ce qu'on ramène de l'IA dans le domaine judiciaire, avec, tu sais, tous les assistants des juges qu'on avait vus là aux US, etc., et tout le micmac que ça avait créé par la suite. Parce qu'en fait, dans un cas judiciaire, notamment en matière pénale, les juges, ils sont pas que ultra objectifs et très reculés face à la matière. Il y a une subjectivité, il y a des détails, il y a des choses, il y a un mot que la victime a dit qu'il faut prendre en considération, et la manière dont elle l'a dit, l'intonation est importante. Comment tu reflètes ça dans la notation de données? Ça n'existe pas. Non, tu peux pas. Donc ouais, non, voilà, je pense qu'il faut qu'on continue d'utiliser ces technologies qui nous aident au quotidien, et je pense de manière décomplexée. Il ne faut pas en faire un truc de « Ah non, moi, je n'utilise pas » et tout. Au contraire, c'est là.
utilisons-les à bon escient pour nous faciliter la vie, pour nous faciliter la tâche. Et on le voit aujourd'hui, ça pénètre vraiment tous les secteurs. Et ça crée de la valeur partout. Typiquement, quand on parle d'un secteur en particulier et quand on veut montrer à quel point ça crée de la valeur, on parle souvent du secteur de la santé. Mais parce que c'est ultra véridique. Aujourd'hui, on a des IA qui tournent dans le secteur de la santé qui vont aider à détecter des maladies en amont, qui vont aider à la gestion des hôpitaux, qui vont aider à répartir bien les places dans les hôpitaux parce qu'en fonction du nombre de lits, etc. Enfin, on peut plus se passer de ça maintenant. C'est dans notre mode de fonctionnement. Et c'est tant mieux en vrai, parce que la valeur, elle est vraiment là et elle est quantifiée, elle est quantifiable. Donc, c'est un peu comme une grosse calculatrice, améliorée, où en fait, pour corréler de la data, ça c'est super bien. Tu lui donnes plein de data, tu lui dis écoute, voilà, optimise-moi les choses. Je suis d'accord avec toi. Lui faire confiance à 100%, non, parce que je pense pas qu'il ait le savoir. Il faut quand même checker derrière. Je pense que ça marche pour des devoirs en terminale. Je pense pas que ça marche, tu vois, pour un rapport qu'on remette à un client. C'est clair. Même si tu lui dis, bon, mets du tutoiement et fais-le moi de manière un peu vendeur. On voit plein de modèles en IA. Tu as les modèles propriétaires et les modèles open source. Là, tu as eu l'arrivée en flèche de DeepSeek qui t'a bousillé totalement la bourse mondiale en 2 temps, 3 mouvements. Mais jusqu'à quand ? En vrai, ils vont pas tarder à sortir un truc aussi en open source. Enfin, tu vois, c'est un peu cette course tout le temps. Là, on dit oui, les Chinois ont complètement fait la révolution avec un modèle qui coûte vraiment peu cher en termes de développement. Je crois que c'est... il a divisé les coûts par 27, je crois. J'avais vu ça. Grave, Mais je pense que... Après, ils sont partis aussi d'un modèle open source. C'est l'avantage avec l'open source. C'est super. Ça permet une horizontalité où tu n'as pas besoin de démarrer from scratch. Exact, en fait. Ça te fait l'échelle de perroquet. Exactement, ça te permet de monter. Ton point de vue, quel est le mieux ? Solution full propriétaire où tu es capable de tout faire, ou une solution open source ? Moi, je suis pro open source. C'est vrai, pour quelle raison ? Déjà, parce que j'ai vu à quel point l'open source pouvait aider notamment l'administration. Tu vois, quand j'ai travaillé dans les services du Premier ministre, l'une des missions principales de la DINUM, c'est d'aider les ministères à faire de l'open source, parce que l'open source, c'est la transparence. Déjà pour le citoyen, pour le user de l'IA en question. À la DINUM, c'était plutôt des données, mais si on revient sur le sujet de l'IA, mettre en open source un modèle sur Hugging Face ou quoi, tu vas sur GitHub, tu checkes la licence, tu as les détails, tu as les infos, tu sais ce que potentiellement tu consommes, ou tu sais potentiellement quel modèle est injecté dans quel système d'IA qui t'est adressé à toi. Donc si tu as envie de chercher de l'info, l'open source, c'est génial. Quand tu es face à des modèles propriétaires, en tout cas pour le moment, il n'y a pas beaucoup de transparence. Après, on comprend aussi pourquoi, parce que quand tu regardes d'un point de vue, et puis d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue aussi juridique, ces entreprises, elles ont aussi des droits à faire respecter. Donc, tu as un peu la balance entre la transparence d'un côté et leurs droits des affaires, leurs secrets des affaires, leur propriété intellectuelle. Donc, en fait, c'est un peu où est-ce que tu mets le curseur. Donc, je comprends aussi qu'il y a des entreprises qui fassent un peu, qui essayent d'être le moins transparent possible pour ces raisons-là. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi lâcher un petit peu et laisser un peu du lest et être transparent envers des end-users, parce que c'est comme ça, en fait, finalement, que tu donnes de la confiance dans ton produit et que tu vas permettre aux utilisateurs de dire « Ok, ce modèle-là, il est fiable parce que déjà, je suis en capacité de le comprendre. » Alors, je te rejoins, mais il y a une partie où je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Un end-user, c'est un end-user. C'est comme si je te disais, voilà, j'ai envie que tu me fasses un steak frites. Par contre, le steak, je veux que tu me le cuises comme ça. On est sur une saveur, donc j'ai le droit d'avoir mes propres saveurs. Je voudrais que tu utilises une casserole et de l'eau. Ouais. Mais tu n'es pas cuisinière. Ouais. Dans le sens où, dans mon exemple, bien entendu, donc tu ne peux pas me dire comment faire. Donc avoir la possibilité de donner de la transparence. Transparence, je suis entièrement d'accord avec toi, il en faut. Mais maintenant, de pouvoir donner la possibilité de mettre les mains dans le cambouis, l'utilisateur n'est pas le faiseur. C'est là où... Pas de mettre les mains dans le cambouis, mais à minima de le comprendre. Comme ça, moi, si je suis pas OK avec ce que tu développes et si je trouve que c'est pas clean, hop, je me retire. Tu peux me demander d'utiliser une casserole pour cuire un steak. Et comme t'es le client, tu auras raison. Non, je partirai et puis tu me diras non. Oui, tu partiras pour trouver un restaurant. Ouais, c'est ça en fait. Non, mais je peux comprendre ce que tu veux dire, bien sûr. Non, mais bien entendu. Et puis c'est la limite en fait. Non, mais je comprends totalement. Après,
là où aussi l'open source est génial, c'est comme on le disait tout à l'heure, ça permet une horizontalité qui est inégalable dans le monde. C'est-à-dire que le mec qui est au Pérou et qui veut faire de la data science, bah, il va sur Hugging Face et il peut réutiliser un modèle qui a été développé par une grosse boîte américaine et il peut, tu vois, par exemple, faire du fine-tuning, l'entraîner sur sa base de modèles, avoir un petit modèle d'IA qui marche sur son truc. Enfin, c'est génial. Et puis, ça permet aussi il y a une vraie communauté derrière l'open source. Il y a des gens qui échangent, qui se connaissent pas, qui montent des projets ensemble, qui font des trucs trop sympas. Et puis aussi, à travers cette communauté, les data scientists qui bossent sur ces modèles arrivent à voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Par exemple, j'avais lu un article d'un data scientist qui était basé au Maroc et il disait, purée, sur Hugging Face, il y a quelques mois, il disait, je trouve pas de modèle ultra performant en arabe, etc., etc. Et puis tout d'un coup, sur le blog, t'as plein de gens qui sont montés, qui lui ont dit, vas-y, viens, on en fait un. Enfin, c'est fou. C'est ce qui est génial. C'est une espèce de collaboration. Je suis un fan de l'open source. Hein, ouais, c'est top. Comme toi. Et c'est vrai que ça te permet de faire, tu sais, l'échelle de perroquet. Où si tu veux être numéro 1, il faut que derrière toi, tu aies un numéro 1 potentiel. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment le truc où on monte tous ensemble. Exactement, ouais. Et il y a assez à manger pour tout le monde. C'est pas parce que chacun a des besoins très différents. Mais après, c'est vrai que c'est dans les... tiens, petite question. Quels sont les modèles open source qui, pour toi, ont marché, marchent ou marcheront ? Bah, il y en a plusieurs. Déjà, il y a les modèles de Mistral qui sont en open source. Tu as le Falcon, la LLM, qui marche super bien ici dans la région Middle East. Donc, un modèle qui est en arabe. Et puis ensuite, moi, quand je travaille avec des data scientists, ils me parlent de plein de modèles qu'ils réutilisent un peu à gauche et à droite. Je pourrais pas te les ressortir. Mais en tout cas, je sais qu'eux, ils bossent avec leur librairie d'open source. Et grâce à ces modèles-là, ils arrivent à les imbriquer pour faire des systèmes complètement... fonctionnelle et qui marche sur la durée. Donc moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'offre, elle est vraiment poussée et qu'avec de l'open source, tu es en capacité de construire quelque chose qui fonctionne quand même pas mal. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est comme le débat à l'époque, Android ou iOS, propriétaire ou non propriétaire. Ouais. C'est vrai que c'est toujours on va dire trouver les bonnes limites. Trouver les bonnes limites par rapport à ça. Comment tu vois l'avenir de l'IA là, dans les prochaines années ? Waouh. Alors, j'ai pas ma boule de cristal, mais je pense que déjà, on peut dire que c'est une techno qui est, comme on le dit depuis tout à l'heure, un peu en filigrane, très innovante, qui va très très vite. C'est une technologie aussi qui est ultra challengeante pour les gens qui bossent dans le secteur. Et encore plus, je pense, pour les gens qui sont juste curieux et qui regardent un peu de ça de loin, parce qu'il y a tellement d'avancées. Enfin, tous les jours, tu as des news. Je sais pas pour toi, mais ma bannette LinkedIn avec les articles enregistrés, je dois en avoir au moins 200 à lire. Enfin, tu vois, ça, plus les podcasts, plus les vidéos YouTube, plus les interviews, les journaux. Enfin, il y a énormément de contenu, il y a énormément de littérature. Mais du coup, c'est cool parce que ça t'apprend un peu à être humble. Parce que si tu es un jour sachant, le lendemain, tu démarres from scratch. Enfin, ça va super vite. Ouais. Ça va vraiment très, très vite. Donc, le futur de l'IA, je pense que c'est une technologie qui est pérenne. C'est pas un truc qui va disparaître. C'est un peu comme on a vu la hype avec les NFT, etc. Je pense que c'est une technologie qui est pérenne, qui pénètre en fait nos administrations, le secteur public, le secteur privé aussi. Et demain, en fait, déjà, sans qu'on s'en rende compte, en réalité, on est toute la journée adressé par des IA. Tu vois, ton algo de recommandation sur tes réseaux sociaux, ton GPS sur Google. Enfin, tu as énormément de services où derrière, tu as des algos. Ta reconnaissance faciale sur ton téléphone pour l'unlocker. Enfin, quand tu fais un petit message à Siri pour savoir il fait quel temps demain. Tu as vraiment de l'IA partout. Et je pense que ça va ne faire que continuer, j'espère dans le bon sens. Et on en reparlera encore dans quelques années, mais la technologie, elle est pérenne, elle va pas disparaître ou quoi, c'est pas une hype. Je pense qu'elle pénètre vraiment de manière assez stable le marché et qu'elle va vraiment transformer notre vie. Tu vois, elle transforme déjà en réalité nos usages, notre manière de penser, notre rapport à la connaissance. On le disait tout à l'heure avec, tu vois, l'usage de ChatGPT, comment toi tu te positionnes par rapport à tout ça. Elle questionne notre façon de travailler, notre façon de communiquer. Donc, je pense que c'est pour un temps long et hâte de voir ce que les futurs développements vont te donner. Les exemples que tu donnes là, tu vois, Instagram, les recommandations, ainsi de suite, Siri, enfin bref, tout ça, c'est des IA qui sont quand même très utilisés pour nous vendre quelque chose, ou tu sais, le KYC, pour mieux nous connaître. Pour ça que ça s'accélère. Dans un sens, c'est très rentable assez rapidement. Tu penses que les autres domaines d'intervention de l'IA vont aller aussi vite que ça ? Ouais, parce qu'en fait, finalement, le modèle financier, il est peut-être pas pareil, mais tu vois, tu as aussi des économies et tu as des gains.
Par exemple, l'administration qui met un algorithme, notamment typiquement tu vois, pour la détection de fraude, comme on en parlait, c'est des dizaines de millions d'euros récupérés. En fait, le gain, il est aussi là, tu vois. Tu développes une IA pour récupérer l'argent que tu n'as pas touché de la fraude fiscale. Quand une administration, elle met en place un agent IA qui permet de répondre plus rapidement à des usagers qui se posent des questions sur telle ou telle démarche, c'est du temps d'agent sauvegardé. Donc l'agent, il fait autre chose pendant ce temps-là. Là, tu es plus sur des économies que sur la création de valeur. Ouais, mais du coup, tu crées de la valeur dans le sens où le use case que tu crées pour le citoyen, même lui, en vrai, c'est un gain de temps. Je sais pas si tu as déjà essayé, par exemple, d'envoyer un message à la DGFIP, ils te répondent dans plusieurs jours. J'ai communiquer avec eux, mais ouais, ils mettent énormément de temps. Non, mais tu vois, pour toi, en tant qu'usager, au niveau de ta satisfaction, c'est pas ouf. Tout le monde a peur de la DGFIP, du côté particulier. Mais ouais, ils mettent du temps. Tu as un temps long côté administré, côté usager, et puis tu as un temps long aussi côté administration. Donc, en fait, tout ça, c'est des économies, finalement, qui, in fine, représentent des économies d'échelle qui sont quand même assez conséquentes. Donc, la valeur, elle est là. Donc, ça, c'est du secteur public. Après, secteur privé, tu peux avoir d'autres choses. Mais ouais, non, il va y avoir des use cases trop intéressants, je pense, avec des vraies économies et des vrais gains. Et on va pouvoir, nous, humains, se concentrer, je pense, sur des choses beaucoup plus stimulantes intellectuellement parlant. Ouais, ça, je suis d'accord. Le seul risque avec l'IA, c'est j'ai peur que ça reste une technologie d'avenir, mais toute sa vie. Sur certains use cases. Là où ça rapporte de l'argent, tu vois, tout ce qui est média. Moi, il y a toujours un truc qui me perturbe. On va parler de tout ce qui est reconnaissance faciale. Tu vois, IA plutôt vision. Bon, dans le fantasme des gens, on a l'impression qu'on est capable, comme le film Will Smith, je suis capable de voir dans ton téléphone et de faire plein de trucs de ce type-là. Les gens ont beaucoup de mal avec le principe de reconnaissance faciale. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas dérangeant pour eux de mettre des photos d'eux et de leur famille sur Facebook, Instagram, Snapchat, où en fait, on n'est pas vu d'une caméra, mais on met une grande photo, tu sais, par 4x3, on donne encore plus de détails, mais c'est dans un but commercial. On est le produit et on rapporte énormément à ces plateformes. C'est là où tu as une limite d'usage, c'est où est-ce que l'IA va pouvoir rapporter autant. Si ça rapporte autant, c'est clair que les choses vont avancer. Si ça fait des économies, tu as raison. Au niveau administration, on le voit, tu vois, sur le Middle East, c'est impressionnant. La différence avec la France, dès que tu fais une tâche administrative, tout est automatisé, mais tout seul. Bon, une fois que tu sors du cadre, si tu as un problème, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout se fait très, très rapidement. C'est là où est cette limite et voir en fait quels seraient les sujets où l'IA rapporterait autant et permettrait de s'accélérer aussi rapidement. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire et c'est intéressant ton exemple de la rocofaciale et je pense que toi tu le vois notamment dans ton secteur d'activité, mais ouais, tu as totalement raison. Il y a un peu cette crainte quand on est face à des technos de reconnaissance faciale pour, par exemple, accéder à un endroit ou passer les douanes, etc., en se disant « Oh, mais mon Dieu, c'est Minority Report et ils vont identifier les pixels sur mon visage, etc. et c'est de la biométrie. » Mais en réalité, moi, ouvrir ton téléphone, t'es content. Ouais. Tu vois, de l'utiliser pour... Ouais, c'est clair. Alors d'un côté, c'est une boîte privée, de l'autre, tu vois, c'est et puis les filtres sur Instagram et plein d'autres usages qu'on a sur les réseaux sociaux que tout le monde utilise sans forcément se rendre compte que derrière, il y a de l'analyse biométrique, en fait. Donc, non, c'est ultra pertinent ce que tu dis. Et je pense que nous, on s'en rend compte parce qu'on est dedans et on comprend et on connaît les cas d'usage. Après, il y a tout à faire côté éducation de la population. Et de dire que la biométrie qui vous reconnaît au portique de l'aéroport, vous êtes bien content quand vous passez vos passeports européens pour aller plus vite. C'est un peu le même principe sur vos téléphones quand vous utilisez des filtres, etc. quoi. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et je pense que ça passe principalement par l'éducation des personnes. Ouais, l'éducation. Ouais. Après, là, c'est compliqué parce qu'il y a Hollywood de l'autre côté, mais je me rappelle, c'est le cas d'une ville dans la France que je citerai pas, mais qui était plus vers le sud. Ouais. On avait fait une expérimentation reconnaissance faciale et un peu de tracking mais pour les enfants perdus. D'accord, ok. Parce qu'il y avait un grand événement et il fallait pouvoir les retrouver. On a eu des cas. Les gens étaient très contents que la technologie soit utilisée dans ce cadre-là. Ouais. Parce que les gens ont l'impression qu'on est capable de traquer, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ouais. C'est faux parce qu'en fait, ça demande on pourrait le faire, mais ça demande
tant de processeurs en back-end pour pouvoir faire ça que c'est difficile. Et en fait, pour des raisons de sécurité, on est intéressé par le fait totalement anormal et pas forcément le traquer comme dans les films américains où tu vois le petit carré sur tous les visages et on reconnaît tout le monde et on a le CV de tout le monde. Mais c'est vrai que ça passe par l'éducation. Beaucoup. Et je pense que il faut qu'il y ait un peu plus de visibilité sur ce que recouvre ces technologies, qu'il y ait beaucoup de vulgarisation aussi. Chez les plus jeunes, mais aussi chez les personnes un peu plus âgées, parce qu'on se rend compte que y a un défaut d'information et ça permet en fait aux médias aussi un peu de surfer sur la vague de peur liée à tout ça, parce qu'en fait, on a du mal à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et comment tout ça fonctionne finalement. Ouais, clairement. Si tu devais, comme on t'a aidé quand tu étais plus jeune, enfin on t'a orienté, imaginons que tu aies des jeunes qui écoutent aujourd'hui, qui soient intéressés par ce monde de l'IA, ce serait quoi les 3 métiers que tu leur dirais, tiens, faites ça, allez dedans? Ouais, franchement, s'ils sont bons en maths, moi, je leur dirais faut aller vers un diplôme d'ingénieur ou de data science. Après, en fait, le truc, c'est que derrière l'IA, tu as tout un tas de concepts différents. Tu vois, tu peux rentrer, comme moi j'ai fait, par la porte un peu juridique, par la porte business avec une école de commerce, par la porte informatique avec des cursus d'ingénieur. Donc, en fait, si tu es intéressé par ce domaine, documente-toi à fond, vois quelle branche te plaît le plus, avec laquelle tu es la plus à l'aise. Et ensuite, go, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de travail à l'avenir dans ce domaine. Oh, ça, c'est clair. L'expatriation, tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, écoute, ça se passe super bien. Je suis trop contente de mon move. J'adore les Émirats. Vraiment, la qualité de vie est exceptionnelle. C'était l'impression que tu avais quand tu étais de France, des Émirats ? Ouais, franchement, ouais. Je suis venue plusieurs fois. J'avais pas trop ces préjugés de Dubaï. C'est bling bling, oui, c'est vrai, etc. Tu connaissais, Oui, je connaissais. J'avais déjà été un peu ici en mode local. Je savais comment ça se passait, la vraie vie ici. Où est-ce qu'il fallait faire ses courses, où est-ce qu'il fallait faire son sport, etc. Donc non, j'avais déjà un peu ces tips-là. Et donc non, très, très contente. Et je pense que les opportunités professionnelles ici, elles sont dingues. Et pourquoi pas créer des ponts entre les Émirats et la France aussi. Enfin, tu vois, j'aimerais bien, in fine, un jour, potentiellement avoir une activité. C'est ce que je fais déjà aussi un peu chez Capgemini. J'ai aussi gardé un peu un pied avec mes équipes là-bas. Alors, regarde, depuis que tu es là, les Émirats, ils ont investi 50-60 milliards en France. C'est moi. Reste ici, c'est bouge un pas. petit coup de fil. De toute façon, tu vas bouger dans 2 ans. Donc ça va, on connaît la pattern avec toi. Non, peut-être que je resterai, mais on ne sait pas où je serai. Mais ouais, non, franchement, très contente du move. Et professionnellement, comment tu trouves ici par rapport à la France ? Plus difficile, moins difficile, enfin plus exigeant ou pas ? Enfin pareil. En France, on a une rigueur de travail qui est quand même assez dingue. On travaille très très bien, on travaille très très vite. Je pense que c'est le côté un petit peu... je sais pas, on est tous un peu psychorigides sur les deadlines, sur les rendez-vous, faut pas arriver en retard, etc. Donc, franchement, j'ai été très contente d'avoir été formée en France. Ici, c'est un peu plus différent. On aime l'oralité, on aime prendre des cafés, parler business en face-to-face, etc. C'est une autre approche. Ça veut pas dire qu'on travaille moins bien, on travaille juste différemment. Donc, je suis très contente de découvrir ça et de développer de nouvelles skills par rapport à ça, parce que j'avais pas du tout ce côté un peu busy, tu sais, business développement parce que en France j'étais en mode boum 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 boum, je faisais mes trucs en chambre à part, parfois avec mes collègues, mais très concentré, très focus. Là, il faut que je m'ouvre un peu plus, que je montre un peu ce que je fais, que j'explique. Donc non, c'est des nouveaux exercices et franchement, je suis contente. C'est cool. Ici, c'est vrai que c'est très orienté, tu sais, création de valeur. Mais orienté client. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup ici. Mais c'est vrai que ça oblige, en fait, comme avait dit un gars que j'avais croisé, il m'a dit, en fait, chaque personne est obligée d'être vendeur dans toutes les boîtes. Ouais, clairement. On n'est que des vendeurs dans les boîtes. Ouais. C'est vrai que c'est une autre manière de faire. Exactement. Inès, merci beaucoup en tout cas pour l'échange. De rien. J'ai été ravi de partager ce moment-là avec toi. Plaisir partagé. Et à très bientôt. À bientôt.